Bonjour à tous Bonjour! et du coup, bienvenue dans ce webinaire dédié à la usability et l'investigation clinique, une interconnexion stratégique pour le marquage CE de vos dispositifs. Donc l'objectif, c'est de voir comment optimiser votre temps, votre budget et la conformité de vos dispositifs médicaux. Donc pour me présenter rapidement, donc moi c'est Amandine Broussier, donc je suis spécialiste en aptitude à l'utilisation, donc j'accompagne les fabricants de dispositifs médicaux dans la mise en œuvre et la conduite du processus d'aptitude à l'utilisation, que ce soit pour le marquage CE ou l'autorisation FDA. Et du coup, j'ai cofondé la société Usarea, dans laquelle nous accompagnons les fabricants dans la mise sur le marché de dispositifs sûrs, adaptés aux utilisateurs, tout en répondant aux exigences réglementaires du marquage CE et de la FDA. Donc rapidement, au niveau de notre offre, donc on a une offre globalement basée sur de l'aptitude à l'utilisation. On accompagne les fabricants, quel que soit le type de dispositif, sur le processus d'aptitude à l'utilisation, pardon. On fait également de la formation en aptitude à l'utilisation. On a un pôle de recherche utilisateur pour mieux comprendre les besoins des utilisateurs, que ce soit des dispositifs médicaux ou des produits de santé au sens large. Et enfin, on fait de la conception d'interfaces numériques, donc applications logicielles, et de documentation d'accompagnement, donc type notice d'utilisation, carte d'implant, support de formation. Et du coup, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Héloïse, que je laisse se présenter. Bonjour! Merci Amandine. Donc effectivement, je suis Héloïse Leroland, je suis spécialiste en recherche clinique. Je viens de la recherche clinique pharmaceutique et depuis 2017, j'ai eu à cœur d'accompagner, le monde du dispositif médical. Donc, j'ai diversifié mon activité pour pouvoir proposer, en fait, des accompagnements dédiés aux investigations cliniques, en ayant une approche, de terrain, ayant travaillé auprès des investigateurs et auprès, des fabricants et des CRO. Ça me permet aujourd'hui d'avoir, les besoins, les attentes et aussi, pardon, les freins de chacun pour avoir, une stratégie la plus adaptée aux besoins du fabricant, tout en respectant en fait, les patients et les médecins qui vont participer à ces études. Donc j'accompagne sur la conception et le développement de stratégies. Donc vous allez le voir, la stratégie, c'est bien en amont de l'investigation clinique. Je fais aussi de la gestion opérationnelle, c'est-à-dire que je vous accompagne pour la sélection des centres investigateurs, et des prestataires notamment. Je forme aussi les équipes cliniques je fais aussi de la formation et en dernier point, je alors je ne sais pas si tu peux avancer la Oui, slide? excuse-moi. Pardon. J'accompagne sur la conformité réglementaire, notamment en aidant les, sponsors, les promoteurs d'investigations cliniques à préparer les dossiers de soumission aux autorités compétentes et je fais aussi la revue clinique pour les rapports d'évaluation clinique des dispositifs, médicaux. Voilà, ça fait partie des quelques actions que je mène sur le terrain. Parfait. Donc, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce qu'avec Héloïse, on est parti d'un constat terrain, qui est qu'on parle souvent de tests d'utilisabilité d'un côté et d'investigation clinique de l'autre, mais on voit rarement pardon, des passerelles entre ces deux domaines. Et du coup, notre objectif aujourd'hui, bon, c'est bien de vous montrer qu'est-ce que l'application et qu'est-ce que l'investigation clinique, mais aussi et surtout de vous montrer en quoi ces deux approches sont totalement complémentaires. Donc on va commencer par quelques mythes fréquents qu'on a déjà entendus. Alors, on a effectivement la usability serait une phase complètement indépendante, mais alors sans aucune connexion avec la clinique, premier mythe. Le deuxième, l'étude clinique détecterait tous les problèmes d'usage. Mhm. Et le troisième, la formation des utilisateurs pendant la clinique compenserait les défauts d'ergonomie. Et on a déjà également entendu que la clinique va couvrir tous les objectifs de la usability, donc que la usability est inutile, et que la usability n'apporte aucun input utile pour la clinique. Donc du coup, pour vous présenter rapidement ce qu'est l'aptitude à l'utilisation, donc l'aptitude à l'utilisation, si on prend sa définition pure et dure telle que définie dans la norme 62366-1, c'est la caractéristique de l'interface utilisateur qui va faciliter l'utilisation et établir ainsi l'efficacité, l'efficience et la satisfaction de l'utilisateur dans l'environnement d'utilisation prévu. Globalement, l'objectif quand on utilise un dispositif médical, c'est de prendre en compte l'environnement d'utilisation, les utilisateurs, l'interface utilisateur et de mêler tout ça pour mener à une utilisation correcte et efficace
et éviter tout ce qu'on appelle erreur d'utilisation ou utilisation dans laquelle la sûreté est compromise. Généralement, l'utilisation, c'est ce qu'on appelle globalement usability. Et la usability, si on prend vraiment une définition assez simple et un exemple assez parlant, c'est demain, on vous demande de designer une porte. Donc vous vous dites une porte, rien de plus simple, c'est une poignée, du bois par exemple. Et maintenant, on vous dit, il y a une porte qui est à destination d'un banquier qui doit être utilisée à la banque, et de l'autre côté, une des portes qui doit être utilisée à l'hôpital par des médecins ou autres. Et bien là, vous allez aboutir avec deux designs totalement différents. Côté banque, une porte sécurisée, l'objectif c'est de protéger l'accès à l'argent. Et de l'autre côté, en environnement clinique, on veut des portes sans poignée, potentiellement, pour faciliter le passage des lits, des tables ou autres. Donc vous voyez bien qu'en fonction du contexte et des utilisateurs, on arrive à une conception totalement différente pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. Globalement, la usability, c'est ça. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu aux normes qui régissent le processus d'aptitude à l'utilisation, donc d'un côté, on a la norme principale, donc la 62-366-1 2015, amendement 1 2020, valable pour tous les dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Et on a une norme spécifique pour les dispositifs médicaux électromédicaux, qui est la 6601-1-6 2010, amendement 1 2020, qui est vraiment spécifique à ces dispositifs, mais qui renvoie vers la 62-366, qui est la norme maîtresse de l'aptitude à l'utilisation. Cette norme, ce qu'elle nous permet de définir, c'est les étapes du processus d'aptitude à l'utilisation. Donc sans rentrer trop en détail, mais ce processus démarre par la spécification d'utilisation, qui est une description des utilisateurs, de l'environnement d'utilisation, du contexte d'usage. Ensuite, on a l'analyse des risques d'usage, puis la sélection des scénarios d'utilisation liés aux phénomènes dangereux qu'on a identifiés lors de l'analyse des risques d'usage. On vient les sélectionner pour son évaluation sommative. On poursuit avec la spécification de l'interface utilisateur. Donc, on va mettre des spécifications pour définir comment l'interface sera conçue. Ensuite, on va définir un plan d'évaluation de cette interface. Puis, on va passer à sa conception et aux évaluations formatives. Donc, les évaluations formatives, vous pouvez assimiler ça, entre guillemets, à de la vérification. C'est-à-dire qu'au cours de la conception, on va faire des évaluations pour voir si la conception va dans le bon sens avant de figer son design. Ça nous permet de faire des allers-retours et potentiellement d'améliorer la conception. Et la dernière étape, c'est ce qu'on appelle l'évaluation sommative, que vous pouvez associer à de la validation, où là, on est sur l'interface finale du dispositif, et l'objectif, c'est de valider que le design permet de protéger de l'apparition des risques d'utilisation, ou tout du moins de les réduire à un niveau acceptable. L'objectif de ce processus, ça va vraiment être de venir assurer la sécurité d'utilisation du dispositif médical, que ce soit pour le patient, l'utilisateur et les autres. Et du coup, pour atteindre cet objectif, on va réduire les risques liés aux problèmes d'interaction avec l'utilisateur qui sont liés à une utilisation normale. C'est ce qu'on appelle des erreurs d'utilisation. On a donc un lien assez direct avec le processus de gestion des risques défini par l'ISO 14971, puisque, encore une fois, sans rentrer dans les détails, ça c'est le processus de la 14971 qui démarre par l'analyse des risques. Donc nous, c'est exactement ce qu'on a en aptitude à l'utilisation, mais version analyse des risques d'usage. Ensuite, on va évaluer ces risques, on va venir leur mettre une sévérité et une fréquence d'apparition. Puis ensuite, on va venir implémenter des mesures de maîtrise des risques pour éviter leur rencontre ou la réduire le plus possible. Et enfin, nous, une fois que la maîtrise des risques sont en place, on va faire l'évaluation sommative pour vérifier leur efficacité, ce qui va nous permettre d'évaluer les risques résiduels, voir si tout est acceptable ou non. Ensuite, du coup, ça va passer dans la revue de gestion des risques. Et ensuite, on va pouvoir procéder aux activités de production et de post-production. Donc ça, c'était pour la partie aptitude à l'utilisation. Pardon. Et donc maintenant, on va passer sur l'investigation clinique. Donc l'investigation clinique, quelle est sa place? Aujourd'hui, elle va permettre dans un premier temps d'établir la conformité afin de pouvoir vérifier les performances qu'on attend du dispositif que l'on a développé, de vérifier qu'on a bien des bénéfices cliniques. Alors pour rappel, tous les produits de l'annexe 16, tout ce qui est par exemple produits esthétiques, etc., n'ont pas de bénéfices cliniques, mais juste de la performance à démontrer. Mais sinon, vous avez donc performance, bénéfice et sécurité clinique et détecter éventuellement les effets indésirables du dispositif lors de son utilisation à court, moyen et long terme. Cela vous permet d'avoir un marquage CE, mais une fois que vous avez votre marquage CE, vous n'en avez pas terminé avec les investigations cliniques puisque vous en avez aussi dans le suivi post-commercialisation
qui va vous permettre de confirmer la sécurité et la performance en vie réelle de votre dispositif, mais aussi sur éventuellement des investigations cliniques avec des activités qui sont non interventionnelles ou interventionnelles à risque minime et contrainte minime. Vous allez pouvoir identifier de nouveaux risques et ainsi collecter de manière proactive des informations permettant d'alimenter de manière continue votre dossier technique et l'évaluation clinique de votre produit. Ensuite, quand on regarde un petit peu, mais alors de la même manière qu'Amandine, le but c'est pas de vous faire un cours sur l'investigation clinique de A à Z. On va regarder les principales étapes. Donc la première, ça va être de définir par rapport à l'hypothèse ou par rapport aux indications que vous avez définies pour votre produit, de définir l'objectif clinique principal de votre investigation et les objectifs secondaires, et d'identifier du coup les critères d'évaluation et les risques potentiels afin de tout pouvoir anticiper. Ensuite, vous allez, sur cette base-là, construire tous les documents qui sont autour de votre étude, donc de votre investigation clinique, à savoir le protocole, la brochure investigateur, le consentement patient, les manuels d'utilisation, etc. En parallèle, vous allez aussi sélectionner vos potentiels prestataires et vous allez préparer le dossier de soumission aux autorités afin d'obtenir votre autorisation d'investigation clinique. Une fois que vous avez cette autorisation, vous allez mettre en place votre étude au sein des équipes que vous aurez sélectionnées qui vont investiguer votre dispositif médical. Vous allez donc ensuite faire dérouler votre investigation clinique, collecter les données de sécurité, de performance, de bénéfices de vos dispositifs utilisés auprès de patients dans du coup la vie réelle, mais bien cadré par le protocole de l'investigation clinique. Et ensuite, vous allez pouvoir, sur la base de ces données, faire un rapport d'investigation clinique qui va inclure les analyses de sécurité, mais aussi les analyses de performance. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, il faut bien quand même considérer l'aspect risque. En effet, aujourd'hui, la 1455/2020, la norme qui va gérer tout ce qui est investigation clinique, intègre bien le processus de gestion des risques de l'ISO 14971 à l'intérieur de la construction de l'investigation clinique. Donc, très rapidement, on va revoir ça ensemble, c'est-à-dire que comme on vous l'a précédemment expliqué, vous allez avoir des risques qui vont être identifiés et notamment grâce aux tests en aptitude à l'utilisation. Vous allez analyser et évaluer ces risques. Vous allez du coup mettre en œuvre des mesures correctrices ou des mesures de maîtrise du risque. Et ceci va vous permettre de faire une analyse de votre rapport bénéfice-risque. Si votre rapport bénéfice-risque est positif et que les risques encourus dans le cadre de l'utilisation de votre dispositif médical sont des risques acceptables, dans ces cas-là, vous pouvez faire une investigation clinique. Bien évidemment, si le risque est trop grand et inacceptable, vous ne pourrez pas faire une investigation clinique. Et durant toute l'investigation clinique, vous allez avoir une évaluation continue des risques et des effets de votre dispositif qui peuvent remettre à tout moment en question votre investigation clinique et aller jusqu'à la suspension de votre investigation clinique lorsqu'on a un risque avéré pour le patient ou éventuellement même les équipes utilisatrices et les soignants notamment. Voilà, donc vous voyez, la 14971, elle est présente dans la partie USA, mais aussi dans la partie investigation clinique. Si on continue sur nos approches, vous allez pouvoir voir que du coup, effectivement, quand on a défini la partie usability de la partie investigation clinique, on a vraiment l'impression que c'est deux approches avec deux univers différents, mais en fait, on se rend compte que comme ils portent exactement sur le même dispositif et qu'on essaye au plus près de se rapprocher de l'utilisation, ils ont énormément de points communs. Donc, si on regarde de manière un peu plus on va dire, sur le terrain. Je pense que Amandine va pouvoir nous expliquer ce petit récap. Tout à fait. Donc au niveau de la digitalisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va être dans des conditions de simulation. Donc on va prendre un panel d'utilisateurs représentatifs, mais on va être dans des conditions et dans un temps limité. On va essayer de faire au maximum une reproduction des conditions réelles d'utilisation, mais on reste dans de la simulation. Donc il y a des aspects qu'on ne pourra pas voir. Il faut savoir qu'en termes de usability, à part dans certains cas très très précis, ou alors pour des études aux États-Unis, on ne va pas avoir de CPP, de comité d'éthique, etc.
En revanche, l'investigation clinique, ça nous permet d'aller au-delà c'est réalisé vraiment auprès de patients et dans un but de prise en charge médicale. Alors que la psychoactivation, on n'a aucune prise en charge médicale, on vient vraiment simuler l'utilisation. On n'utilise jamais de substances actives ou autres, c'est vraiment de la simulation. C'est vraiment les grosses différences entre ces 2 processus. Hem, Comme je le disais, en usability, on essaye de simuler au maximum, les tests et d'être en conditions les plus réelles possibles. En revanche, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas voir. Par exemple, il faut savoir que, si je prends le cas de l'évaluation sommative, on a un protocole qui est, régi, qui doit être reproductible, donc qui ne peut pas être, sur lesquels on ne peut pas avoir trop de déviations. Il faut que ce soit bien construit. Dans ce protocole, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des scénarios d'usage qu'on va demander aux participants de réaliser. Sauf que, forcément, on leur demande de suivre un protocole très précis. Donc tout ce qui va se passer autour, les utilisations qu'ils vont pouvoir faire un petit peu par eux-mêmes ou autres, nous, on va pas pouvoir les détecter en termes de usability, parce qu'on ne sera pas dans un environnement vraiment réel et on les contraint sur ce qu'on veut observer. Ensuite, en usability, on a quand même des contraintes organisationnelles, hein, c'est-à-dire que, c'est très difficile d'aller observer le flux de travail hospitalier, la charge de travail, les interruptions, les contraintes de temps réel du terrain. Encore une fois, en test utilisateur de usability, on est souvent en face à face avec le participant, donc on n'a pas les interruptions par les collègues, par les coups de téléphone et cetera. On peut créer quelques petites distractions, mais on n'atteindra jamais un niveau réel, à ce niveau-là. Pareil pour les interactions systémiques, hein. Donc même si on reproduit les conditions, qu'on met d'autres dispositifs dans l'environnement ou autre, on n'a jamais autant de distractions que sur le vrai terrain. Et pareil pour tout ce qui est facteur humain complexe, hein, donc les participants viennent réaliser leurs tests, mais forcément, tout ce qui va être fatigue, stress opérationnel, les variabilités entre opérateurs, entre équipes, différentes, les conditions environnementales dégradées sont reproduites, mais pas maximisées et pas aussi réelles que sur le terrain. Donc en fait, les tests d'utilisabilité vraiment, ils peuvent simuler une grosse complexité de la pratique clinique, mais pas tout. Pardon, j'ai coupé mon mon micro. Oui et donc en fait, c'est tout l'avantage de l'investigation clinique, ça va être de révéler l'invisible. Alors, lorsque vous allez avoir une validation en conditions réelles, vous allez pouvoir mettre en lumière des risques d'usage qui ont été non identifiés. Si on prend quelques exemples, on peut par exemple si on se met dans une salle de soins, intensifs, vous allez avoir plusieurs équipements qui sont les uns à côté des autres. Quand on vous faites les tests d'USA, vous n'avez pas forcément la reproduction complète d'une salle de soins intensifs. Quand vous allez mettre votre dispositif dans une investigation clinique au sein même du service, vous pouvez des fois, de temps en temps, avoir des interférences entre les équipements. Vous pouvez aussi avoir des problématiques de disposition ou d'emprise au sol qui font que le dispositif va être trop grand pour être mis, par exemple, dans un box, alors qu'on peut le mettre dans une chambre. Donc ce sont des effets, on va dire, de terrain indésirables, mais qui sont extrêmement, utiles à connaître pour anticiper aujourd'hui la façon aussi dont, par la suite, vous allez vendre votre produit en sachant que vous allez plutôt le mettre dans une chambre plutôt que dans un box. Donc il y a tout un aspect des risques et des emplacements. Vous avez aussi les usages détournés qui peuvent être, mis, en exergue lors des investigations cliniques parce que vous avez par exemple, un support d'ECG avec, une petite, accroche pour enrouler le fil et vous vous rendez compte que finalement, bah, ça sert aussi de temps en temps à accrocher la poche de son de certains patients. Donc c'est tous ces aspects-là qui vont permettre durant l'investigation clinique d'être mis en avant. Et on va essayer, dans ce cadre-là, d'anticiper derrière, vous le verrez, un certain nombre de documentations et de formations pour éviter les usages détournés et inattendus et puis aussi éviter les problématiques dans l'impact sur le parcours du patient au sein des services. Il ne faut pas qu'un dispositif médical est là pour aider, il n'est pas là pour, apporter, une contrainte supplémentaire ni aux patients ni aux équipes. Donc c'est lors de l'investigation clinique en conditions réelles au sein de nos centres de soins, qu'ils soient hospitaliers ou même chez des praticiens particuliers, individuels, qu'on va pouvoir collecter ce genre d'informations. Mais l'aptitude à l'utilisation va quand même nous permettre de construire l'investigation clinique et le protocole puisque le test du USA peut par exemple
nous permettent de nous rendre compte, comme nous allons le voir plus tard, que la présentation du produit n'est pas aussi intuitive que le fabricant pourrait le sous-entendre. Et dans ce cadre-là, les test users vont pouvoir permettre d'anticiper, par exemple, un manuel d'utilisation beaucoup plus complexe, enfin beaucoup plus complet, pardon, pour justement anticiper ces problématiques futures. Alors justement, comment usability et clinique se rejoignent? Donc je te laisse la parole, Amandine, sur ce sujet. Donc il faut savoir que les données usability, comme l'a expliqué Héloïse, vont vous aider à construire une clinique robuste et en même temps, les données cliniques vont permettre de compléter la usability pour observer ce qu'on n'a pas pu observer sur le terrain lors de la usability. Heu, Tu peux avancer, oui, ouais, pardon. donc aujourd'hui, en quoi on va pouvoir utiliser les données de usability sur la création d'un protocole? Donc toutes les erreurs observées durant les tests d'usability vont permettre d'être, utilisées en objectif secondaire, notamment en termes de sécurité pour s'assurer que les erreurs n'ont pas d'impact direct sur le patient ou l'utilisateur. Donc ça va nous permettre d'avoir des critères mesurables durant l'investigation clinique. Par ailleurs, ça va nous permettre d'intégrer des scénarios critiques. Que sont, pardon, ces scénarios critiques? Par exemple, vous allez avoir, un patient, qui va avoir, une prise en charge, dans le cadre de soins intensifs, si je reprends mon soin intensif, où on sait que si le dispositif, n'est pas sous tension un certain nombre de temps, il va être, déconnecté. Les tests d'usability vont peut-être le tester pendant 1 heure, alors que chez les patients, on l'aura pendant 8 heures. Donc ça va nous permettre de s'assurer que pendant toute la durée du protocole, on va faire en sorte d'anticiper toutes ces problématiques-là et les scénarios critiques qui n'auront pas pu être testés pendant la usability, mais qui auront été mis en avant parce qu'on aura quand même, pendant la usability, eu des remontées d'informations des testeurs. Ça va permettre de justifier les critères d'inclusion. Si on se rend compte que dans la population qui a été utilisée, parmi les utilisateurs en test user, on a, des personnes qui ont plus de difficultés à prendre en charge un produit, potentiellement, on va s'assurer que dans les critères d'inclusion, ces personnes ne seront pas recrutées afin d'éviter qu'elles se fassent, du mal ou qu'elles, utilisent mal le dispositif. Donc ça peut aussi permettre les test users vont permettre aussi cette sélection-là. Ça va permettre aussi de définir les phases d'apprentissage, parce qu'on voit bien aujourd'hui que lorsqu'on a une approche, quand on aime son produit en tant que fabricant, quand on connaît son produit par cœur, parce qu'on le développe depuis de nombreuses années, en laboratoire, on a l'impression que c'est hyper intuitif, qu'on va le prendre en main de manière très spontanée et finalement les tests users vont montrer que, bah, pas tant que ça. Et donc aujourd'hui, ces tests usability vont permettre d'anticiper les manuels d'utilisation que l'on fournit lors des investigations cliniques, les brochures investigateurs aussi, pour anticiper un certain nombre de problèmes et lister les problèmes déjà rencontrés, afin d'informer les investigateurs et les équipes d'investigation, de ces problèmes qui peuvent être rencontrés durant la mise en place d'une investigation clinique. Et puis en dernier lieu, ça va nous permettre aussi de surveiller de manière plus, ciblée, plus précise, les risques résiduels que vous pouvez avoir, qui sont, persistants et qu'il faut absolument monitorer pour s'assurer toujours d'avoir un rapport bénéfice-risque positif pour notre produit. Donc vous voyez bien que les tests d'usability vont me permettre en fait d'être la colonne vertébrale d'un protocole qui va anticiper les problématiques potentielles du terrain et d'avoir une documentation robuste pour répondre tout de suite aux questions potentielles des utilisateurs et éviter les allers-retours entre le fabricant, donc le promoteur et ses utilisateurs. Parfait, donc là, on a tenté de vous synthétiser un petit peu 3 exemples pour vous montrer comment un problème d'utilisabilité peut impacter votre clinique. Donc si on prend un stylo d'injection, hein, et qu'on prend le problème d'utilisabilité qui est que l'utilisateur oublie ou ne comprend pas comment réaliser une purge de l'air, eh bien, on va se retrouver avec une conséquence clinique qui est que la dose administrée va être potentiellement incorrecte. Par conséquent, les résultats cliniques vont être faussés puisqu'on verra peu d'amélioration ou aucune amélioration. Et donc, du coup, on va conclure à une apparente inefficacité du dispositif, alors que le problème, il vient du geste
et non de la performance clinique en soi. On voit donc qu'une mauvaise interaction peut nous renvoyer vers des mauvaises données cliniques et qu'une mauvaise compréhension peut également être liée, enfin, être apparentée à une mauvaise efficacité, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc dans ce cas-là, par exemple, on peut voir que ce qui a été détecté en usability, ça peut nous aider derrière à renforcer le manuel utilisateur, à renforcer la formation. Mais on va vous expliquer après aussi, en quoi ça peut permettre de modifier, mais quelles sont les indications à avoir en tête lorsqu'on fait des modifications post-évaluation sommative. Ensuite, on peut prendre l'exemple du tensiomètre. Bon, on fait rarement des investigations cliniques sur un tensiomètre, mais c'est pour vous montrer un petit peu des exemples d'erreurs dans les mesures. Donc là, le problème d'utilisabilité peut être que l'utilisateur positionne mal le brassard, hein, il le positionne trop bas sur un vêtement, il le met à l'envers, ça peut arriver. Et du coup, sur la clinique, eh bien, on peut avoir des valeurs erronées. On va penser qu'on a des hypotensions alors qu'elles sont potentiellement fausses, et pareil pour les hypertensions. On va donc remettre en cause les performances du tensiomètre alors que le problème vient juste de l'utilisation. Et après, on a un petit peu la même chose, hein, c'est pour prendre des exemples un peu grand public, sur les autotests Covid, où une mauvaise compréhension de la ligne témoin mène à une mauvaise interprétation, ou une mauvaise compréhension de la ligne témoin ou une mauvaise interprétation de la notice. On a tous eu les notices des autotests Covid qui font 6 pages et 6 mètres de long, qui sont souvent difficiles à comprendre. Et bien malheureusement, si on a une mauvaise interprétation de cette notice, on peut avoir des faux positifs négatifs, et donc du coup une performance clinique sous-évaluée du test de Covid. Donc du coup, cet exemple, c'était juste pour vous montrer qu'un dispositif peut être cliniquement excellent, mais devenir inefficace si l'usage n'est pas maîtrisé en amont. Donc là, on va passer sur la partie construction justement de la stratégie sur la base de ce qu'on aura vu notamment en user. Donc aujourd'hui, anticiper, tous les événements, c'est impossible, bien évidemment. Par contre, anticiper à partir de ce qu'on a réussi à collecter en usabilité pour faire des protocoles qui soient adaptés au plus proche des problématiques du terrain et des besoins du terrain, c'est essentiel. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, il faut anticiper les exigences MDR pour savoir quelle est la classe de votre produit, quelles sont les spécifications sur lesquelles vous devez répondre, quelles sont aujourd'hui vos obligations de suivi dans le cadre en fonction de la classe de votre dispositif, vous avez certaines contraintes réglementaires. Il va falloir aussi identifier les lacunes. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui par rapport à l'état de l'art que l'on a sur le produit ou la pathologie? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher comme information complémentaire durant notre investigation clinique? Donc, vous allez pouvoir cartographier les données manquantes pour pouvoir vous dire: «OK, j'ai ces données qui sont manquantes, j'ai ces informations-là que j'ai obtenues notamment grâce, aux précédents tests sur des produits. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour pouvoir avoir un produit fiable avec des données robustes, à la fin de mon parcours, de dossier?» Donc là, dans ces cas-là, vous allez construire votre stratégie en priorisant, les risques, parce que les risques sont toujours, on va dire, le point faible de votre dossier. Si vous avez d'énormes bénéfices et d'énormes performances, mais que vous avez des risques qui aujourd'hui mettent, le patient dans certains cas de figure en danger, ça va vraiment être une problématique pour justifier de l'intérêt de votre dispositif. Donc il faut prioriser les risques pour pouvoir justement mieux, construire la recherche, d'informations et d'évaluation de vos performances et de vos bénéfices. Donc si on planifie en amont de tout ça, de tous nos tests d'usabilité d'investigation clinique, tout ce dont on a besoin, ça va nous permettre de mieux préparer tous les tests d'évaluation de notre, excusez-moi, de notre dispositif, médical. Donc voilà, orchestrer les tests d'usabilité et l'investigation dans une logique séquentielle pour maximiser votre efficacité. Tout à fait. Hem Et du coup, là, on va essayer de répondre à une question qu'on nous pose très régulièrement, de savoir si la usability, ça se fait avant, pendant ou après la clinique. Donc, toi, Héloïse, quelle est ton opinion sur le sujet?
Alors, pour moi, aujourd'hui, il est très important d'avoir un certain nombre d'informations dans les tests d'usabilité et d'aptitude à l'utilisation, tout simplement pour anticiper les problématiques que l'on va rencontrer avec des utilisateurs qui sont les mêmes, en fait, qui sont des humains. Donc, les utilisateurs en test d'USA, on peut avoir les mêmes problématiques rencontrées avec nos équipes soignantes donc, dans les équipes soignantes, n'oublions pas que on peut avoir aussi bien le pharmacien qui prend en charge à réception le dispositif, qui doit l'ouvrir, le mettre le stocker. On a les infirmières, on a les médecins, et les médecins ne sont pas tous expérimentés sur tout type de produit. On va aussi avoir des fois des sages-femmes, des kinés. Donc on a vraiment des profils extrêmement différents. Et donc d'avoir ces données-là va permettre d'identifier les risques majeurs en termes d'erreurs, notamment d'utilisation potentielle, donc comme on l'a vu dans les exemples que tu as présentés précédemment. Et ces erreurs d'utilisation potentielle, elles doivent être anticipées et surtout suivies, investiguées dans les conditions réelles d'usage clinique. Donc, si on passe sur la slide suivante, pourquoi attendre les résultats d'usabilité? Parce que justement, si vous figez trop tôt votre protocole d'investigation clinique avant même d'avoir eu les premiers résultats ou les résultats finaux des premiers tests d'aptitude à l'utilisation, vous allez certainement rencontrer exactement les mêmes problèmes pendant le protocole. Et quand vous rencontrez des problèmes de protocole qui mettent en jeu la sécurité du patient, ça va mettre en place des amendements avec des modifications substantielles. Ça veut dire que vous allez perdre du temps et que ça va être coûteux parce qu'en attendant, les centres continuent d'avancer. Vous êtes obligé de suspendre éventuellement votre investigation clinique, ce qui fait que ça rallonge sur le temps, ça rallonge la durée de vos prestataires. Donc tout ça va avoir un impact majeur. Donc le but, quand vous allez identifier les risques majeurs, ça va être d'adapter derrière les procédures de suivi et de pouvoir intégrer des mesures pour mitiger le risque dès la conception du protocole pour protéger, donc, encore une fois, les patients et les utilisateurs. Et on va aussi déterminer les besoins de formation, c'est-à-dire que les formations qui ont été faites en USA, si on se rend compte qu'elles ne sont pas suffisantes, il va falloir les améliorer pour pouvoir s'assurer qu'on n'aura pas les mêmes problématiques rencontrées en USA durant l'investigation clinique. Et donc, à ce propos, ça fait partie des warnings et des précautions qu'on va mettre en place, à l'intérieur notamment des manuels d'utilisation et des notices. Donc, tout ça, bien évidemment, pour éviter des modifications ultérieures. Donc, les tests d'usabilité vont révéler en fait des informations critiques qui doivent absolument alimenter votre stratégie clinique dans l'écriture de vos protocoles. C'est extrêmement important pour éviter du coup, de refaire les mêmes erreurs derrière. La seule contrainte qu'il y a, à ce niveau-là, c'est si par exemple, après vos tests d'utilisabilité, donc après vos évaluations sommatives, vous découvrez des besoins, de modification de vos interfaces, hein, donc, que ce soit le dispositif ou votre notice utilisateur ou vos supports de formation, il faut savoir que potentiellement vous allez devoir réentrer dans un protocole dans une évaluation sommative par la suite, puisque tout changement majeur de l'interface utilisateur, donc interface utilisateur au sens large, si cela impacte un risque d'utilisation critique, doit repasser par une évaluation sommative. Mais ce qu'il faut se dire, si on est pragmatique, c'est que refaire une évaluation d'usability, une évaluation sommative, c'est moins coûteux, c'est moins chronophage que de refaire toute son investigation clinique. Tout à fait. Et donc, si on essaye un peu de schématiser aujourd'hui le moment dans lequel on intègre la usabilité par rapport aux investigations cliniques, on voit bien que en fait, c'est un cercle assez vertueux où du coup, les données d'USA vont nous permettre de rédiger correctement les documents qui sont à destination des utilisateurs et des patients, donc tout ce qui est notice, brochure investigateur, et derrière aussi protocole. Donc ça, c'est extrêmement important on le rabâche un petit peu aujourd'hui, mais on voit trop souvent aujourd'hui des protocoles qui arrivent avant même d'avoir des résultats d'USA et du coup, on est obligé de faire des modifications parce qu'on se rend compte que sur le terrain, c'est encore pire que pendant les tests d'USA sur 15 patients.
Donc, quand vous avez eu un protocole de recherche clinique qui va inclure 200 ou 300 patients et 50 centres avec des pratiques différentes, si vous n'avez pas anticipé les problématiques d'utilisation de votre dispositif, de mésusage que vous pouvez avoir ou de mauvaise compréhension sur la mise en place du dispositif, son démarrage, etc., ça va avoir un impact extrêmement lourd sur votre argent, votre bourse, et puis aussi sur votre produit, puisque du coup, vous allez à chaque fois faire des amendements. Derrière, vous allez avoir un rapport qui devra expliquer pourquoi vous avez fait les amendements. Et donc, tout ça, c'est tracé. Donc, ça montre à un moment donné une sorte de faiblesse, on va dire, dans la construction de votre stratégie. Donc, par rapport à vos investisseurs, il vaut mieux avoir une stratégie qui est pensée sur un plus long terme, on va dire, au début, en amont de la préparation de vos tests d'usabilité, de votre protocole d'investigation clinique, pour pouvoir anticiper et savoir comment vous allez intégrer ces tests d'USA dans l'investigation clinique, en sachant bien évidemment que on peut continuer à récolter des informations d'utilisation durant l'investigation clinique. C'est pour ça qu'on a aussi ce suivi-là, et comme le disait Amandine, ces données-là vont permettre éventuellement de mettre à jour la notice ou la brochure investigateur, le manuel d'utilisation derrière. Donc, le but, c'est vraiment d'avoir une optimisation continue. Et effectivement, si on voit qu'il y a des très grosses différences, il faudra refaire des tests d'USA. Mais effectivement, comme le dit Amandine, un test d'USA sur 15 ou 20 ou 30 utilisateurs, ça a toujours moins d'impact que quand il faut refaire une étude clinique sur 300 patients. Tout à fait. Donc à la question avant, pendant, après, donc nous, on vous conseillerait de faire, votre usability avant. Après, bon voilà, il y a pas de requirement pur qui dit la usability, c'est avant la clinique, mais par tout ce que Héloïse vient de vous présenter, on voit bien quand même que c'est important d'anticiper sa usability sur la clinique. Tout à fait. Hem Et donc maintenant, on peut se demander comment suivre l'usage aussi pendant la clinique d'un point de vue, usability. Donc la première chose qu'on peut se demander, c'est comment collecter des données usability en clinique. Alors, vous pouvez utiliser des questionnaires, ça vous permet d'évaluer la perception, l'expérience d'utilisation, donc sur l'efficacité, la confiance. Il y a plein de questionnaires standardisés sur ces sujets. Ça peut vous permettre d'identifier les principales difficultés, la satisfaction de l'utilisateur. En revanche, il faut quand même se méfier des questionnaires. Souvent, ils sont trop longs, trop techniques, trop orientés, hein. La question, le dispositif est facile à utiliser, c'est un peu orienté. Donc on a des risques de faible qualité et quantité de données. Et aussi, on a souvent des biais de mémoire. Les patients ne se souviennent plus des problèmes rencontrés. Si je vous demande de me dire ce que vous avez mangé il y a 7 jours, il y a peu de gens qui se souviennent de ce qu'on a mangé il y a 7 jours. Donc imaginez un patient qui a utilisé un dispositif, pendant par exemple un mois, on lui demande de remplir un questionnaire, il va forcément oublier certaines informations. On peut également utiliser des carnets patients, dans lesquels on va demander au patient de raconter un petit peu sa journée. Il va venir raconter, pardon, les difficultés qu'il a pu rencontrer, les moments de doute, d'hésitation, les actions qu'il n'a pas compris, ses retours et ressentis spontanés, hein, puisqu'il faut aussi prendre la dimension satisfaction quand on utilise un dispositif. En revanche, on va avoir une qualité très variable. Entre le participant qui va vous raconter sa journée détaillée depuis 6 heures du matin, à la minute près, et celui qui va le remplir une fois toutes les 3 semaines, vous allez avoir des données très, très variables et donc difficiles à exploiter par la suite. Mais c'est toujours des bons outils à utiliser. Tout comme les notes des investigateurs, qui vont pouvoir, remonter les déviations d'utilisation qu'ils ont pu observer, des séquences d'utilisation incorrectes, des mauvaises interprétations, hein, par exemple de la notice ou, d'un résultat. Le seul problème, c'est que sans formation minimale, il y a beaucoup de signaux qui vont passer inaperçus. Et vous pouvez également vous servir des déviations et des incidents mineurs pour identifier vos erreurs d'utilisation, des manipulations incorrectes et surtout de savoir le contexte d'apparition. Est-ce que c'est parce que c'est dans un contexte récent? Est-ce que c'était une déviation d'utilisation prévue? Voilà, quel était le contexte dans lequel c'est apparu? Le seul problème qu'on peut observer, c'est que souvent c'est consigné, hein, ces déviations et incidents sont consignés dans un dossier, mais les causes racines ne sont pas vraiment analysées, ne permettent pas de remonter à la source originale du problème. Donc ces outils existent, mais comme je l'ai présenté, leur valeur va vraiment dépendre aussi de la capacité des investigateurs à voir, interpréter et documenter les signaux faibles. Donc, une bonne pratique peut être de sensibiliser les investigateurs sans en faire forcément des experts usability, mais au moins de les sensibiliser à ce qu'ils doivent observer, donc c'est-à-dire les hésitations, les gestes maladroits, les mauvaises séquences d'utilisation,
les mauvaises interprétations. On peut aussi, les former à ce qu'ils doivent reporter les faits, leur fréquence d'apparition, puisque bon, si on a un fait qui apparaît qu'une seule fois, peut-être que c'est beaucoup plus minime que, une erreur qu'on va voir 30 fois. Ils peuvent aussi également reporter les questions récurrentes, puisque si tout le monde se pose la même question sur l'utilisation du dispositif, c'est peut-être parce qu'il y a un petit manque d'intuitivité à un moment, le contexte d'apparition ou quand, comment. Mais ce dont ils doivent être conscients, c'est qu'on a bien des différences entre une erreur d'usage et une erreur clinique, que c'est important vraiment de noter le contexte dans lequel, les mauvaises utilisations vont apparaître et que c'est important de rester neutre et d'éviter d'orienter, le patient. Donc, on sait très bien que les investigateurs cliniques ne deviendront pas des experts usability, hein, mais l'objectif, c'est vraiment qu'ils sachent à peu près quelles informations observer. Donc ça, vous pouvez l'utiliser en complément des outils type questionnaire, carnet patient ou autre. Ce qu'il faut juste faire attention, c'est qu'une formation trop légère, eh ben, les investigateurs cliniques vont peut-être avoir des difficultés à détecter des difficultés d'utilisation. Mais en revanche, si on les forme trop bien, si on pousse trop la formation, eh ben, l'étude va être biaisée parce que ça va être un training des investigateurs cliniques qui va être hors réalité. On va être vraiment à la frontière de la usability. Et le but, c'est pas de transformer son investigation clinique en usability, c'est uniquement pour de pouvoir tirer parti de la clinique pour approfondir les données usability, mais en aucun cas ça ne vient remplacer une étude usability ou une investigation clinique. Et si je peux juste Oui, rajouter, juste un élément, en fait, c'est la problématique que l'on a quand on fait une investigation clinique qu'on va mettre en place dans un centre. Aujourd'hui, les centres nous donnent très peu de temps pour mettre en place, expliquer le protocole et cetera. Il faut véritablement insister sur l'importance, de la formation à l'utilisation du dispositif médical. Parce qu'on voit encore trop souvent, des pharmaciens, des médecins qui, parce qu'ils ont l'habitude de faire des essais cliniques, parce qu'ils ont l'habitude de gérer un produit en particulier, pensent pouvoir s'adapter à ce nouveau produit. Or, chaque produit a sa spécificité, donc il est vraiment très important que dans le dispositif médical, bien que ça soit pas un produit congelé comme on a par exemple sur des chimios, sur des traitements d'immunothérapie, etc., ce sont des produits qui ont besoin d'être manipulés d'une certaine manière. Donc, c'est aussi aux équipes d'attachés de recherche clinique, de chefs de projet, de s'assurer de la formation. Donc, vous pouvez proposer des formations en amont à ces investigateurs-là, à ces équipes-là, notamment à travers des petites vidéos. Il y a plein d'outils maintenant qui sont en ligne qui permettent de s'assurer que il y a des formations qui peuvent être faites en amont de la mise en place. Et durant la mise en place, il faut bien insister sur les risques à l'utilisation, anticiper les problématiques déjà rencontrées en usabilité pour leur dire on a vu ça, on voudrait vous avertir qu'il faut faire attention à cette prise en charge-là. À tel moment, le patient il a besoin qu'on lui explique calmement quelles sont les étapes pour prendre en charge son dispositif. Par exemple, si on prend les dispositifs de suivi de glycémie, des fois ils peuvent être un peu complexes. Il faut vraiment prendre ce temps-là et remonter toutes les informations, toutes les questions qui sont posées par le patient, parce que ça veut dire que potentiellement la note d'information n'est pas assez complète, la notice d'utilisation non plus, et le manuel d'utilisation qui des fois accompagne aussi quand on a des accessoires ne sont pas forcément adaptés ou pas complets. Donc ça, c'est très important de rebondir justement de l'AIUSA sur la partie, comment dire, sur la partie investigation clinique, et la mise en place est une étape primordiale pour le bon déroulement de toute l'investigation derrière. Ouais, j'ai fini mon petit aparté mise en place. et du coup, en conclusion, on voit bien que lorsque, on vient mêler et anticiper usability et investigation clinique, eh bien, on a moins d'amendements et donc c'est plus de cliniques qui avancent. On a une réduction des coûts car moins de déviations, hein, comme Héloïse l'a expliqué. Qui dit déviation dit nouvel amendement, dit nouvelle soumission, et cetera. Donc vous avez une augmentation des coûts aussi bien financiers que humains. Des investigateurs alignés, c'est des données plus propres, hein. Si tout le monde sait ce qu'on doit observer, ce qu'on cherche à observer, on a souvent des données plus fiables et donc plus exploitables. Un protocole d'investigation clinique robuste, c'est un parcours réglementaire plus fluide. On a également moins de surprises, donc c'est du temps gagné à chaque étape et donc des données plus fiables, donc des décisions plus sûres pour les patients et les utilisateurs.
En sachant Donc, que, bien évidemment, les autorités relisent, notamment la NSM, sur des catégories 1 et 2, donc les investigations cliniques interventionnelles sur des dispositifs qui ne sont pas marqués dans les indications prévues par l'investigation clinique, vont aller regarder la notice et la brochure investigateur. Donc, ils sont très à cheval parce que pour eux, la brochure investigateur, donc qui retient toutes les informations de tests précliniques, d'usability, les premières phases, etc., c'est leur support d'évaluation scientifique. Donc, si vous ratez votre brochure investigateur, vous pouvez avoir le plus beau protocole. Si la brochure investigateur n'est pas suffisamment consistante et solide, ça ne passera pas. Donc, vous voyez bien que ces données-là, il est important de bien les capter, de bien les mettre pour prouver en fait que votre produit, vous le mettez dans une investigation clinique à disposition de patients et d'investigateurs parce que vous savez aujourd'hui que vous avez un bénéfice-risque qui est positif sur la base des premières évaluations et premiers tests que vous avez effectués. très bien. Donc du coup, nous, c'était tout ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Donc si jamais vous voulez contacter Héloïse ou alors me contacter, vous avez nos adresses mail qui sont juste ici. Et pour retrouver tous les services d'Héloïse, vous pouvez vous rendre directement Sur sur mon son site. site. Je crois que tu as bientôt un webinaire, toi, Amandine, aussi. Tu vas nous refaire des tout à super webinaires en janvier. Tout à fait. Donc, si jamais ça vous intéresse, l'aptitude à l'utilisation, le 27 janvier, on organise un webinaire sur les vraies différences en matière d'aptitude à l'utilisation pour le marquage CE ou l'agrément FDA, dans lesquels on a quelques petites subtilités qu'on va vous révéler lors de ce webinaire. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses. On se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Alors, on a dans la conversation déjà quelques questions. Donc, je lis les premières. Donc, bonjour. Pour le testing lors de l'aptitude à l'utilisation, si le dispositif médical est utilisé par le chirurgien et qu'il est invasif, donc pas de test à blanc possible sans risque pour un patient, peut-on faire l'aptitude à l'utilisation sur un animal? Tout à fait. Alors c'est des cas que j'ai déjà vus, hein, sur des dispositifs implantables, où, on a profité des essais, sur animaux pour observer aussi la usability. Donc c'est-à-dire qu'on avait créé des fiches de suivi, des grilles de suivi usability qu'on avait remplies pour voir s'il y avait des erreurs d'utilisation qui apparaissaient, lors de l'implantation, et on a complété tout ça, par exemple, par des questionnaires pour venir, interviewer un petit peu le chirurgien ou même toute personne qui a participé à l'implantation pour voir s'il y avait des difficultés d'usage qui étaient remontées. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Après, dans ces cas-là, vous avez quand même une partie qui peut être fait à blanc si par exemple, c'est un DM qui a des, packaging stériles, tout ça, vous pouvez les évaluer à blanc en faisant de l'ouverture de packaging stérile ou autre. Mais si c'est du geste, chirurgical précis qui est non simulable, là, vous pouvez aussi vous baser sur vos essais animaux. Est-ce que, Amandine, tu peux remettre la slide précédente où j'ai une demande pour qu'on remette nos mails? Voilà, juste pour info. Enfin, c'est la. Ouais, voilà. Pas de souci. Merci. Ensuite, je continue avec les questions. Est-il utile d'ajouter des questions d'utilisabilité sur un SCAC ou pas? Alors, je vais faire une première réponse. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que quand vous faites une investigation clinique, vous restez malgré tout sur un nombre de patients limité. Dans le cadre de SCAC, vous allez avoir un plus grand nombre de patients et donc ça va vous permettre de récolter un plus grand nombre de retours sur l'utilisation de votre dispositif. Donc moi, je suis tout à fait pour des questions d'utilisabilité. Si vous voyez que ça remet en question un certain nombre de choses, ça permettra aussi à vos équipes de retravailler potentiellement les formations en ligne, les brochures d'utilisation, donc les manuels d'utilisation, une fois que c'est le marquage CE est fait, et puis la notice. Ça me paraît quand même important et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en voit notamment des fois sur des dispositifs, des boîtes de dispositifs, des QR codes qui permettent en fait à n'importe quel acheteur, à n'importe quel utilisateur du dispositif de faire des retours. Donc ça, c'est très très important parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue des organismes notifiés qui donnent les marquages CE, d'un point de vue de la réglementation MDR 2017-745, on nous demande de continuer jusqu'à la mise au rebut du dispositif, la collecte d'informations sur le dispositif. Ces questions d'utilisabilité, ça fait partie des questions de suivi qui permettent d'alimenter l'évaluation clinique de votre produit.
Donc pour moi, c'est un grand oui. Amandine, tu veux compléter ou pas? Non, moi je suis d'accord, hein. Plus on met usability partout, moi, plus ça me va, hein. Ok. On avait une autre question sur un algorithme d'IA. Donc, pour un algorithme d'IA qui est une aide à l'interprétation de signes oncologiques sur des CT scans, sans bénéfice clinique direct pour le patient, mais plutôt des bénéfices pour les utilisateurs type radiologue. Dans ce cas, est-ce que la usability serait suffisante pour la démonstration des performances? Alors, la démonstration des performances, elle nécessite quand même d'avoir des tests avec des données en vie réelle. C'est-à-dire que les tests d'usability, pour moi, vont peut-être être un peu trop restreints parce qu'on n'aura pas, on va sélectionner un certain nombre d'images et on ne va pas forcément avoir suffisamment d'utilisation. Et aujourd'hui, le but de l'IA, c'est de l'utiliser de manière, on va dire, comment dire, de manière habituelle dans la vie réelle du cabinet de radiologie. Donc, même si vous ne définissez pas un bénéfice clinique, il faut que vous puissiez vous assurer que dans le cheminement de la prise en charge du patient dans l'hôpital, dans le service de radiologie, dans le centre d'imagerie, que cela s'intègre complètement de manière fluide à toute la pratique du radiologue. Donc, pour moi, limiter à l'usabilité, c'est un risque derrière de ne pas avoir d'accroche avec les futurs utilisateurs qui, une fois qu'ils l'utiliseront en vie réelle, pourront se rendre compte que finalement, ça s'intègre mal à leur pratique quotidienne. Mais après, en usability, vous pouvez aussi très bien sonder donc la partie, usability pour vraiment évaluer l'usage, hein. Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui. Est-ce que l'utilisateur, C'est vendredi. arrive bien à interpréter? Est-ce qu'il fait pas de mauvaises interprétations, des résultats rendus par l'IA? Est-ce qu'il comprend bien, je sais pas si des faux positifs, faux négatifs, positifs, négatifs et cetera? Est-ce qu'on n'a pas de risque là-dessus? Vous pouvez également sonder aussi, sa confiance dans les résultats. C'est souvent l'un des traits avec, l'intelligence artificielle, hein, c'est d'être sûr que les participants sont confiants dans les résultats. Vous pouvez également sonder sa satisfaction, mais comme dit Héloïse, la seule limite, surtout sur de l'intelligence artificielle, c'est qu'en usability, on va mettre le maximum de cas, mais on ne peut pas tester tous les cas cliniques que vous allez pouvoir avoir avec l'intelligence artificielle et du coup, vous allez atteindre une certaine limite, au niveau performance de ce point de vue-là. Même si on se met en conditions les plus réelles et qu'on analyse le plus de choses possible. Il faut savoir qu'un test de usability, généralement, on essaye de ne pas dépasser 1h30, hein, parce qu'après niveau attention et cetera, ça devient difficile et du coup, ça peut être difficile de simuler vraiment tous les cas possibles. Et ça, en fait, du coup, moi, je vous encourage à faire, enfin, si vous êtes dans le montage de votre dossier, à écrire un plan d'évaluation clinique qui est obligatoire hein, en amont, qui intègre du coup toute la partie évaluation, tout ce qui se fait en évaluation, investigation, test d'usage, etc. Et de le soumettre éventuellement à votre organisme notifié, qui lui pourra ou non valider votre approche. Voilà, nous en tant que conseil, on vous conseille quand même d'avoir un certain nombre d'utilisations dans le cadre d'une investigation clinique. Il n'y a pas besoin non plus d'être sur 500 patients, hein, on est bien d'accord, mais qui vous permet quand même de pouvoir jauger de l'utilisation de votre dispositif dans un contexte réel, dans un cabinet, avec bah, tout ce qui arrive autour et tout ce qui est aussi déjà en termes d'outils appliqués dans le centre. Alors, on a une question. La frontière est tout de même floue entre les exigences réglementaires pour les classes 2A, investigation clinique non obligatoire, et le besoin de démontrer les performances, mais ce sont que des bénéfices. Mais si ce sont que des mythes. Alors, je vous invite quand même à être très vigilant parce que j'entends beaucoup aujourd'hui de choses sur les réseaux, etc., où on nous dit il n'y a pas besoin d'investigation clinique. Il faut faire très attention parce que l'EMDR a bien imposé de collecter des données cliniques propres au dispositif médical. Et aujourd'hui, l'article 61 n'est pas applicable à tous et c'est très restrictif, beaucoup plus qu'en fait qu'on ne pourrait le penser. Donc, être très vigilant
Parce que si demain vous avez un dispositif qui est évalué par un organisme notifié sur la base uniquement de l'état de l'art et de la USA, vous pouvez être retoqué. On va pouvoir remettre en question votre rapport bénéfice-risque. Donc, ne pas vouloir faire une investigation clinique, c'est prendre le risque de prendre du retard sur son marquage parce qu'à un moment donné, quand vous allez devoir passer devant l'ON va vous dire non, il nous faut un dossier. Donc, c'est pour ça que quand on décide d'utiliser des données préexistantes sur des concurrents, sachant qu'aujourd'hui, maintenant, il faut avoir le dossier technique détaillé pour montrer que c'est comparable, moi, je vous encourage vraiment à soumettre votre plan d'évaluation clinique et votre stratégie clinique à votre organisme notifié dès le début de la relation pour s'assurer que vous êtes tous alignés et que vous êtes tous sur les mêmes types d'évaluation et de décision. Pour le replay de la présentation, on peut y réfléchir. Par contre, nous, ce qu'on accepte aussi et surtout ce qui nous anime, c'est de former les équipes en réel, donc en visio ou en présentiel. Et je pense que c'est encore mieux de le faire directement avec les équipes. Pourquoi? Parce que vous pouvez nous soumettre des cas concrets que vous rencontrez, chose qu'on ne peut pas, voilà, on vous a donné quelques exemples, mais très sincèrement, vu tout ce qu'on rencontre, ça serait 3 heures de 4 heures de présentation. Donc là, on a essayé de prendre des exemples très simples. Mais voilà, nous sommes toutes les deux ouvertes avec Amandine à vous proposer des formations dans à vos équipes au sein de vos établissements et de vos sociétés, si vous voulez adapter ce webinaire à votre dispositif médical notamment. Merci. Merci beaucoup. Ça me touche. N'hésitez pas, vous avez nos mails, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et puis, nous restons à votre disposition, bien évidemment, pour vous accompagner sur donc, les tests d'usabilité et l'investigation clinique, en sachant que, bien évidemment, on ne travaille pas seul. Amandine, en plus, travaille aussi aux États-Unis. Moi, je suis concentrée sur le marché européen parce que je trouve qu'avec le MDR, j'ai suffisamment à faire en investigation clinique, mais on a les contacts qu'il vous faut pour aller faire aussi les investigations cliniques. J'ai ce qu'il faut dans mon réseau aussi. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est ravis d'avoir pu animer ce webinaire toutes les deux. Merci Amandine pour Bah, merci à toi. l'invitation. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt. Une bonne journée à tous et par avance un bon week-end et à bientôt. Tout à fait. Bon week-end. Merci beaucoup. À bientôt.